Bonsoir Monsieur Rocard, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bonsoir Michel Rocard. Bonsoir Anne Sinclair. C'est vrai que ça fait 5 mois qu'on ne vous avait pas entendu. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je ne voudrais pas vous surprendre, je travaille beaucoup. Mais ça m'amuse que ce jeune homme perçoive qu'en effet, réfléchir ne se voit pas tout de suite. Mais depuis la rentrée des vacances, j'ai la surprise de crouler sous les demandes. Et c'est vrai au fond que dans cette période où tout le monde est inquiet, où on ne sait pas où la France va, un peu de réflexion sur les affaires publiques ne messied pas. Je suis lié d'amitié avec 2 hommes, Helmut Schmidt et Henry Kissinger, dont l'influence reste immense parce qu'ils travaillent et que de temps en temps, ils émettent des messages importants. Et bien, je me prépare à ça. Alors justement, pourquoi vous avez choisi de parler maintenant? Parce qu'on peut émettre des messages importants à des différentes périodes. Maintenant, ça a un sens? Parce qu'il s'engage une campagne présidentielle et qu'elle s'engage mal. Et je voudrais contribuer à ce que des idées importantes ne soient pas menacées et que d'autres idées importantes soient présentes dans le débat. Deuxième question d'un autre jeune homme rencontré par Claire Berger. Bonsoir Monsieur Rocard, je voudrais savoir quelles leçons vous avez tirées de votre échec aux européennes et est-ce que ça vous a personnellement changé? Réponse. Un échec dur, ça vous change un peu un homme. La leçon principale, c'est que je n'ai pas réussi à me faire comprendre des Français sur l'Europe et j'espère bien que j'ai changé sur ce point. C'est la plus douloureuse des leçons. Vous avez en tout cas, ça a changé suffisamment de choses pour que vous ne soyez plus candidat. C'est ce que vous avez dit cette semaine au Nouvel Observateur, ce que vous avez écrit dans votre texte. Si c'est plus le candidat Rocard qui est ici ce soir, c'est qui? L'homme politique. Je ne suis pas en retraite, ni mort. Donc je suis député européen. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, donc c'est l'homme politique ce soir qui vient regarder ce qui se passe en France, ce qui se passe à gauche, et tout ça, on va y revenir. Et pas seulement largement. Spectateur, Anne Sinclair. Mais c'est vrai que je ne suis pas candidat. À une très forte actualité justement cette semaine qu'on va voir en détail avant d'accueillir tout à l'heure Philippe Labro. Tout de suite, une pause avant de voir la folle semaine politique. Nescafé Sélection. Un peu de café, beaucoup de chaleur. L'histoire est pleine de véhicules économiques à l'usage, mais chers à l'achat. C'est pourquoi Citroën propose la ZX Diesel à moins 8 000 francs. Enfin, ce qui est économique à l'usage le devient aussi à l'achat. En novembre, c'est le mois du diesel chez Citroën. Quand on a trouvé la maison de ses rêves, avoir le taux d'intérêt le plus bas, c'est bien. Mais est-ce suffisant? Est-ce qu'un prêt est intéressant s'il vous prive de vacances pendant 15 ans? À quoi sert une grande maison s'il n'y a pas la place pour un 3e enfant dans les remboursements? Est-ce que votre argent est bien placé si la maison ne l'est pas? Le Crédit Foncier est le spécialiste du financement immobilier. Il a aussi les réponses à toutes ces questions. Crédit Foncier, votre allié dans le temps. Nescafé Sélection. Un peu de café, beaucoup de chaleur, aussi en décaféiné. Les années Platini. TF1 Vidéo présente l'histoire du plus grand footballeur français de tous les temps en cassette vidéo. Les années Platini, le parcours d'un géant. Les téléphones portatifs Nokia sont légers, tout petits. Allô? Et tellement séduisants. Nokia, le constructeur numéro 1 en Europe. C'est ta maman. Dans l'affaire de la disparition de la petite Carole, les enquêteurs et la famille espèrent qu'un témoin se manifestera le plus tôt possible. Jean-Paul, c'est moi. Antoine? La gamine qui a disparu, elle est de mon bled. Moulin affronte le pire de tous les criminels. Je voudrais rentrer chez moi. C'est à droite.
armée menace la conductrice avec un fusil à pompe. Qu'est-ce que t'as fait, la gamine? Moulin sur la piste du récidiviste, lundi 20h50 sur TF1. 7h07, en compagnie de Michel Rocard. De la candidature de Jacques Chirac à la réunion du RPR hier, il ne s'est passé qu'une semaine, mais un rythme plus que soutenu. Voyez le récit de Viviane Jungfer et Joseph Pénisson. Cette fois, le divorce est prononcé. Pèlerinage séparé à Colombey, famille gaulliste éclatée au congrès du RPR, la majorité vient de vivre une semaine folle. Tout a commencé avec l'annonce de la candidature officielle de Jacques Chirac. Lundi, contre-offensive d'Édouard Balladur qui relance les primaires, se ralliant de facto Charles Pasqua. Mardi matin, le député Patrick Balkany brûle les étapes et annonce la participation du Premier ministre à des primaires en janvier. Une demi-gaffe, démentie aussitôt par Matignon. Le soir même, François Léotard réaffirme son soutien à une candidature unique. Tournez les choses comme vous voulez, il n'y en a qu'un, c'est Édouard Balladur. Mercredi, l'UDF entre dans la danse. Charles Mignon se déclare candidat si Giscard ou Monory ne l'étaient pas. Il s'attire aussitôt les foudres des centristes. Jeudi, coup de poignard pour le candidat Chirac, donné par Philippe Séguin qui pourtant dit toujours le soutenir. Au nom de l'unité du mouvement gaulliste, Séguin et Pasqua, de nouveau réunis, décident de boycotter samedi la grand-messe chiracienne. Tous deux sont hostiles à un vote de confiance déguisé selon eux en investiture. Samedi, la famille gaulliste n'est plus ce qu'elle était. Beaucoup ont préféré bouder la réunion du RPR au cours de laquelle, comme prévu, Jacques Chirac a démissionné pour se consacrer à l'élection présidentielle. Alain Juppé, fidèle entre les fidèles, devient président par intérim. Mais la fête n'est pas tout à fait gâchée. Le maire de Paris obtient massivement la confiance et la reconnaissance des militants venus nombreux le soutenir. Les vrais amis, c'est vous. Les courtisans dépendent des fonctions et des sondages. Déchirure au RPR, division à l'UDF, alors que la droite est aux prises avec des scènes de ménage mémorables, Jacques Delors sort soudain du bois. Il publie un livre, L'unité d'un homme, et le dit tout net, « J'ai envie de tester mes idées et d'agir ». Sans toujours se prononcer sur son éventuelle candidature, il répond tout de même présent, au moins, pour le débat. Alors avant de parler de tout ça, je voudrais signaler une publication mensuelle qui paraîtra chaque lundi de cette semaine au 7 mai. Ça s'appelle le Journal des présidentielles. C'est un journal libre de journalistes qui intéresse le débat politique avec Dominique Jamais, Michel Cotta, Dominique de Montvalon, Florence Muracciol et des tas d'autres. Quand vous voyez tout le monde qui se prépare pour la présidentielle et que vous n'êtes, j'allais dire que spectateur, mais vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas que spectateur, mais est-ce que ça vous fait pas un peu mal? Si, bien sûr. J'ai longtemps espéré être candidat pour être élu. Une vocation forte brisée soudainement, ça fait mal. Bon, pourquoi dirais-je le contraire? Cela étant, tout ne se limite pas à des combats d'hommes. Il faut aussi que ce soit des affaires d'idées. On va probablement revenir tout à l'heure sur le problème européen où les choses se passent mal. Et puis le contenu devient très important. On vient de le découvrir à l'instant. La droite est en train de faire ce qu'il faut pour perdre les élections. En plus, ça me paraît difficilement évitable. Et par conséquent, le contenu de la candidature de Jacques Delors, il est tout à fait fondamental. Alors, on va venir à la candidature de Jacques Delors, puisqu'à gauche, il y a apparemment un seul candidat, et on attend toujours sa réponse, on y vient. Dans la majorité, il y a une situation un peu confuse. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette division flagrante du RPR que vous avez vue suite à la réunion de Neuilly? Évidemment, je ne vais pas pleurer. Un sourire. Mais tout de même, c'est une affaire un peu grave. D'abord parce que, du coup, tout le monde regarde les hommes. On se croit à la course hippique et on oublie le fond. Or, ces deux lignes ne sont pas différentes. Et deuxièmement, ce combat fratricide... Vous voulez dire que Chirac et Balladur, c'est pareil? C'est bonnet blanc, blanc bonnet, comme on disait autrefois? Pas tout à fait, je ne dirais pas ça. Mais leur drame, et c'est pour ça qu'il est insoluble, c'est que dans la famille gaulliste, on a une valeur de référence forte. Ils appellent ça la légitimité. C'est fait d'histoire, c'est fait de ce qu'ont été leurs relations avec le général, c'est fait de beaucoup de choses auxquelles ils tiennent. Or, le candidat légitime du gaulliste, il n'est pas rassurant. Et le candidat théoriquement rassurant du gaullisme, il n'est pas légitime. Insoluble. Et tout ce qu'ils ont raconté autour, c'est du décor, mais culturellement, c'est insoluble.
Ce qui fait qu'en effet, un candidat de gauche responsable et modéré a de plus en plus sérieusement ses chances. Pour rester dans la majorité, le Premier ministre tient à l'organisation de primaires. Vous n'êtes pas de la famille, mais est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen pour départager les candidats et ça peut encore avoir lieu? Ou est-ce que Philippe Séguin a raison quand il dit, après tout, pourquoi pas 2 candidats, ce serait tout à fait légitime? C'est leur affaire. La seule chose que je veux dire là-dessus, moi, c'est qu'il serait totalement inadmissible que l'administration publique et puis toutes les mairies soient mobilisées au service du règlement d'une affaire privée. Ça, c'est pas convenable. Vous voulez parler des primaires? Oui. S'ils veulent organiser des primaires, qu'ils le fassent dans des lieux à leur responsabilité et qu'ils se débrouillent pour le faire sans mobiliser ni l'argent, ni les services de l'État, ni surtout ceux des mairies. On peut mobiliser ses électeurs et puis ça vaut mieux qu'un sondage. Ça les regarde et c'est vraiment leur affaire. Mais enfin, cette affaire de primaire est tout à fait étonnante. Le premier tour, il a été inventé pour ça. Pourquoi faut-il des antéprimaires? Et en plus, tout de même, Anne Sinclair, une bizarrerie. Ces enfants du gaullisme, c'est eux. Alors que le général a tellement plaidé qu'une candidature, que l'élection présidentielle, c'était une relation entre chaque candidat et le peuple français, qui veulent mettre maintenant un écran entre les candidats et le peuple français. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais ces gens, il y a longtemps qu'ils sont plus gaullistes, enfin, ça se voit. Alors la gauche, vous avez dit dans le Nouvel Observateur que vous apportiez votre soutien à Jacques Delors. Jacques Delors qui a publié cette semaine L'unité d'un homme chez Stock, un livre d'entretien avec Dominique Volton. Intéressant. Où il livre ce qu'il pense et ce qu'il a toujours pensé de la société française. Ça a été considéré d'ailleurs comme un acte politique. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de vous retirer totalement en disant après tout à gauche maintenant qui se débrouille sans moi? Anne Sinclair. La France a devant elle des problèmes difficiles. Tous les Français sont très inquiets. J'ai envie ce soir de leur dire, au fond, une seule chose. Nos problèmes sont lourds, mais ils sont solubles. Et à 2 conditions. La première, c'est d'afficher la ligne, le cap, de dire où la France va. Et la seconde condition, c'est sur 4 sujets urgents, de passer de la médecine à la chirurgie. Des décisions législatives fortes et soudaines. Et là-dedans, il y a l'emploi, la protection sociale, les institutions et l'Europe. Tout ça est d'une extrême importance. Je vois confirmé à travers le livre de Jacques Delors que nous pensons effectivement des choses parfaitement comparables et ça fait bien des décennies que ça dure. Oui, j'allais vous demander, ce sont des raisons d'homme ou des raisons de fond, votre soutien à Delors? Les deux. Nous avons en commun une vision de l'intégrité en politique, de l'élégance même en politique, et une vision de l'esprit de responsabilité, de la modération et du respect de l'autre en démocratie, en même temps que l'intransigeance du combat pour la justice sociale, complétée d'une vision européenne tous les deux. Comment voulez-vous que nous ne nous battions pas ensemble? Vous voulez me dire que c'était facile de prendre la décision d'aller aider un ami de 30 ans? Une fois constaté que j'avais été battu dans des conditions lourdes et que je ne pourrais pas remonter, oui, cette deuxième décision-là, elle est facile. Ce qui n'est pas facile, c'est de résister à une défaite lourde. Mais j'ai le moral, et il y a encore des choses à faire, croyez-moi. Si les candidats, Jacques Delors, est-ce que vous allez faire activement campagne? Et puis, à quelle place? Et pour dire quoi? À quelle place? À lui de dire. Pour dire quoi? Ce que je viens de dire. Tous les Français sont inquiets, essentiellement parce qu'on ne sait pas où la France va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, où la France va? Visiblement, nous sommes une société organisée autour du travail, et le travail quitte la société. On a de plus en plus de chômeurs, on n'a plus de relations avec le travail, et il est clair qu'on va vers une société où il faut maîtriser notre relation au travail, une société dans laquelle l'organisation de la vie, les systèmes de sécurité sociale, une partie de la rémunération, la dignité de chacun dépendra de sa manière de vivre avec d'autres, d'utiliser aussi son temps de loisir et de le faire fructifier et de le créer. Et ce chemin-là, c'est la société désajustée du seul travail. Ça passe par une réduction massive de la durée du travail, mais ça passe par plus de vie créative, artistique, musicale, associative, sportive, et puis culturelle, et puis aussi politique. Ça on va y venir. C'est la direction dans laquelle va la société française. Oui, c'est une direction qu'il faut accepter. Personne n'ose parler de la durée du travail. Tout le monde a peur du sujet.
Moi, je veux dire ici, ce sont maintenant les machines qui produisent de la richesse. Aujourd'hui, on travaille à mi-temps par rapport à il y a un siècle, et tous les revenus ont augmenté. N'ayez donc pas peur, mais nous ne savons pas encore bien aller capter la richesse par l'impôt à la production des machines. Ça peut s'inventer, mais il faut avoir cette vision d'une société qui change son rapport au travail, et dans l'Europe, c'est les deux axes. Pour y arriver, il faut en plus que tous les Français conviennent et comprennent qu'il y a 4 enjeux sur lesquels il faut passer de la médecine à la chirurgie. Ils sont trop lourds et trop graves. Les institutions, l'emploi, la protection sociale et la monnaie unique. Alors, je vais vous ramener aux contingences politiques et vous tirer loin des sujets de fond que vous aimez tant. Pourquoi est-ce que le fond ne serait pas de la politique? Si Jacques Delors renonçait à être candidat, est-ce que vous auriez envie de l'être à nouveau? Je ne pense pas le terrain que j'ai perdu remontable en si peu de temps. La réponse est donc non. Et puis, tout de même, il s'est trouvé une forte majorité dans le Parti socialiste pour me décharger de sa responsabilité suprême au nom du choix d'un autre homme, mais surtout d'une autre orientation, d'une autre ligne, qui est à gauche toute et qui est une ligne purement revendicatrice et protestataire. Peut-on faire avaler à un militant socialiste de base que la ligne choisie par le parti serait telle qu'on n'oserait pas la présenter aux électeurs? Allons. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le cas de Jacques Delors est une chance historique. Il est depuis 10 ans président de la Commission des communautés européennes, donc il est en dehors de la vie publique française. Il a pris peut-être moins de coups de ce fait, et les Français sont attachés à ce qu'il représente de dignité. C'est une chance. Si on peut la saisir grâce à lui, on la saisit. Sinon, que le Parti socialiste soit authentique et aille jusqu'au bout de sa logique, je ne crois pas à cette ligne. Mais bon, au moins que ceux qui y croient la présentent aux électeurs, c'est bien la moindre des choses. Alors, vous ne croyez pas à cette ligne. Est-ce que vous irez en bon militant néanmoins au Congrès socialiste qui se tient la semaine prochaine à Liévin, le week-end prochain, ou est-ce que vous avez de la rancune pour un parti qui vous a jeté, mais qui pourtant ne s'est pas divisé? Tierce solution, je n'ai aucune espèce de rancune. La politique peut être loyale et élégante, même quand on gère des désaccords et même quand on est battu. Simplement, je ne vois pas beaucoup à quoi je servirais à ce Congrès. Donc je n'irai pas. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez il y a une ligne suivie par le Parti socialiste et puis Jacques Delors incarne autre chose et incarne des choses auxquelles je pense moi qui sont en désaccord avec cette ligne. Quel lien vous voyez entre une candidature de Delors et ce Parti socialiste que vous trouvez vous trop protestataire? Quel lien doit-il y avoir? D'élection présidentielle en élection présidentielle, nous sommes à la 6e de la 5e République maintenant. Il est clair que le rapport entre les candidats et les partis diminue constamment. Nous allons être au sommet de ce qu'a espéré le général. La mort des partis politiques et l'aventure d'hommes seuls devant les Français. Je crois pour ma part que c'est pas bon. Je crois profondément erronée et fausse cette idée gaulliste qu'on gouverne tout seul. Qu'on élit un monarque, il faudrait se débarrasser de ça, d'où le problème des institutions et de la chirurgie dont je parlais tout à l'heure. Il faut revenir à une présidence citoyenne, disons, et en tout cas à l'authenticité de la démocratie républicaine. Mais pour ce faire, il vaut mieux avoir des forces politiques organisées, structurées, solides. Et des candidats à part de ces forces. Et des candidats ayant un rapport honnête et correct avec ces forces. Mais ce ne sera pas le cas. Et cette fois-ci, les grandes forces politiques sont presque out. C'est-à-dire que... C'est pas très grave pour cette fois-ci, mais il va falloir reconstruire le tissu civique. Si je vous comprends bien, Jacques Delors se portera d'autant mieux qu'il sera à côté du Parti socialiste et non pas porté par le Parti socialiste. Il sera d'autant mieux qu'il assumera complètement d'être plus lui-même. C'est pour ça que j'aime qu'il ait sorti un livre à moi-même, qu'on sache si finalement il est candidat ou non. Pour le reste, ce sera son affaire. Vous réfléchissez donc depuis plusieurs mois, vous écrivez sur l'urgence qu'il y a aujourd'hui à gauche. On va y revenir, mais c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des réformes chirurgicales à faire. Je crois. 4. Par chirurgicale, je veux dire massive, soudaine et rapide surtout. Les institutions, on a 2 problèmes à la fois. Il faut que ça marche mieux. Et il faut que l'insoupçonnabilité des hommes politiques soit absolue. On va venir sur tous ces... Donc nous avons besoin de clarifier les responsabilités. Je crois qu'il faut pour ça venir au quinquennat,
La présidence est trop longue. Personne n'imagine le prochain président de la République élu pour 7 ans. Personne. Je pense que le mandat de député doit être exclusif de tous autres, non cumul de mandats. Et puis qu'il faut trouver un autre système de financement des partis politiques, ou plutôt compléter le mien. Car la loi qui permet l'assainissement, c'est moi qui ai eu la fierté de la proposer et de la faire voter. J'ai toujours pensé qu'elle était améliorable. Le temps est venu de l'améliorer. Ça, c'est la chirurgie institution. Et on va venir d'ailleurs tout à l'heure, ainsi qu'à la chirurgie économique, puisque j'ai bien compris que ça se découpait. Je voudrais juste signaler aussi un autre livre qui est de François Stas et qui s'appelle « La morale de l'histoire », publié au Seuil, qui est un livre sur les relations entre votre cher Pierre Mendès France et François Mitterrand entre 1943 et 1982, la date de la mort de Pierre Mendès France. Et une phrase de François Stas qui résume bien ce qui peut-être était l'enjeu en 81 et qui le sera probablement en 95, disant « La gauche ne doit promettre que ce qu'elle peut tenir, parce qu'après la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir ». Vous vous ralliez bien entendu à cette phrase, j'imagine. Je me retrouve pleinement dans l'héritage de Pierre Mendès France, c'est vrai, et ce que j'ai lu de ce beau livre m'en confirme la joie. Alors, la politique a marqué la semaine, la démission d'un 3e ministre aussi, et l'Afrique enfin, réunie par la France à Biarritz. Viviane Jungfer, Joseph Pénisson. Je ne pars pas avec le sentiment d'un échec en Afrique. François Mitterrand fait ses adieux au continent noir et défend sa politique africaine, vivement critiquée notamment par les organisations humanitaires réunies à Biarritz en marge de ce sommet. Le chef de l'État plaide également pour le maintien de la présence française. J'en appelle à ceux qui auront après moi la charge des affaires du pays. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains. Grand thème de ce 18e sommet franco-africain, la démocratisation, l'économie et la sécurité. À ce sujet, et jusqu'au dernier instant, le Rwanda non invité a occupé les débats. Les 34 pays réunis à Biarritz ont adopté le principe d'une force de paix interafricaine, mais tout reste encore à faire et sa création n'est pas pour demain. Rafle fructueuse dans les milieux islamiques français. Une centaine d'interpellations, 77 personnes écrouées, un arsenal impressionnant d'armes et d'explosifs, une fabrique de faux papiers. La police met à jour les liens existants entre le grand banditisme, le trafic de drogue et les islamistes. Selon les enquêteurs, derrière cette façade anodine d'une association éducative musulmane dans la banlieue parisienne, se cachait un réseau de soutien au GIA, l'organisation terroriste algérienne. Un réseau opérationnel aux ramifications européennes. Cette 9e opération du genre est l'aboutissement d'une traque de plusieurs mois. Le ministère de l'Intérieur soupçonne toujours l'existence d'une base d'entraînement dans l'Hexagone. Les recherches continuent. Et de 3. Michel Roussin, ministre de la Coopération, est à son tour contraint à la démission. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de fausses factures du RPR en région parisienne. Demain, il est attendu par le juge qui devrait, sauf surprise, le mettre en examen. Il est remplacé au gouvernement par le député baladurien Bernard Debré. On ne se sent pas très bien non plus au Parti républicain. Le juge Mireille Filippini, chargé d'enquêter sur le financement occulte du PR, effectue une perquisition au siège du parti de Gérard Longuet. Les policiers ne sont repartis que 7 heures plus tard, les bras chargés. Mais à gauche, il n'y a pas de quoi pavoiser. Le numéro 1 du PS, Henri Emmanuelli, est renvoyé en correctionnel par la Cour de cassation dans le cadre de l'affaire Urbain-Sagesse. À l'époque des faits, il était trésorier du Parti socialiste. Aujourd'hui, il en est le premier secrétaire. Le PS crie au complot politique. Et c'est dans ce climat que le patron de la Lyonnaise des Eaux lance un pavé dans la mare. Jérôme Monod décide de couper net le robinet des finances à tous les partis politiques. De son côté, la Générale des Eaux affirme le faire déjà depuis des mois. Les deux compagnies, plusieurs fois citées dans des affaires de corruption présumées, réclament une nouvelle législation. Michel Rocard, votre réaction au développement de ce week-end, la démission de Michel Roussin, remplacé par Bernard Debré? C'est grave. C'est grave parce que c'est le 3e, parce qu'en plus on sait que des investigations sont en cours sur 2 autres cas de ministres. Et c'est grave parce que M. Balladur avait vraiment souligné, quand il a pris ses fonctions, son souci de restaurer la confiance. Il avait eu des mots prudents par rapport à la situation qu'il trouvait, mais on sentait un peu une tentation de donner des leçons, y compris de morale. Vous ne mettez pas à son crédit le fait que, précisément, même ministre, les 3 personnages aujourd'hui qui sont partis du gouvernement, il leur a demandé de partir. D'abord, c'est bien le moins. Ensuite, c'est tout de même lui qui les a choisis. Et ensuite, il attend qu'ils soient mis en examen.
Puis-je rappeler que moi j'ai demandé son départ à un homme bien avant qu'il soit mis en examen. C'est-à-dire ? Il s'appelait Boucheron. Dès que j'ai eu, moi, des informations qui n'étaient pas encore publiques, j'ai réglé ce problème. C'est une autre manière de voir les choses. On reviendra sur la présomption d'innocence. Que ceci pose un problème collectif, public. À partir du moment où des ministres de poids sont incriminés, mis en cause à raison de 3, le problème de la crédibilité de tout le gouvernement est posé. Enfin, si ça m'était arrivé à moi, après tout, j'ai été Premier ministre, j'aime mieux vous dire qu'entre ma démission ou la refonte de l'essentiel du gouvernement, je ne sais pas comment j'aurais choisi, mais non, on est à ce niveau. Vous savez ce qu'on dit sous la gauche, il y a eu des affaires... J'ajoute, excusez-moi, un mot de plus, mais compte tenu du fait que Chirac ne peut pas ouvrir la bouche sans faire courir des dangers à la France, le franc est en baisse, il suffit qu'il parle pour que ça se passe mal, on a besoin d'un gouvernement qui réponde à ça avec beaucoup de fermeté et de clarté, dans les orientations comme dans la confiance qu'il mérite. Raison de plus pour traiter le problème plus à fond. C'est pas combien faudra de ministres pour qu'après les avoir remplacés un par un, on s'aperçoive qu'il y a un problème politique. Oui, je revenais sur les affaires et la gauche, parce que vous savez ce qu'on dit, sous la gauche, il y a des affaires qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, les affaires sortent, même quand elles touchent des ministres, y compris quand ce n'est pas dans l'exercice même de leur fonction. C'est pas tout à fait exact. Les procédures sont longues, elles avaient largement commencé. Et ensuite, pour les 3 ans où j'ai été ministre, où j'ai été Premier ministre, moi, je n'ai pas vu de mes ministres incriminés. C'est pas du même niveau, quand même. Vous parliez tout à l'heure il suffit au fond presque d'un soupçon pour vous pour faire partir un ministre. Mais la présomption d'innocence, qu'est-ce que vous en faites? Absolument. Il y a un vieil adage que tout le monde dit en souriant, la femme de César doit être insoupçonnable. Mais les ministres aussi. La présomption d'innocence, elle est fondamentale, c'est une affaire des droits de l'homme. Tout homme, eût-il été ministre ou fût-il ministre, a droit à la présomption d'innocence en tant qu'homme. Mais l'insoupçonnabilité d'un gouvernement est une nécessité de l'art de gouverner. Et là-dessus, on ne saurait transiger. C'est-à-dire un article de presse sur un ministre, ça suffirait à le faire partir? Une convergence sérieuse d'informations recoupées, ne faisant pas doute. Enfin, vous savez très bien ce que je veux dire. Naturellement, il faut faire attention aux calomniateurs qui joueraient de cela. Mais il y a des moments où on sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu et on a des présomptions lourdes. Vous parliez tout à l'heure de votre loi du 14 janvier 90, donc sur le financement des partis politiques. 90. Je suis fier de cette loi. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il faut en refaire une? Est-ce qu'il faut la compléter, notamment sur le financement? Et est-ce qu'il faudrait, par une nouvelle loi, interdire complètement le financement de la vie politique par les entreprises? Alors, ne parlons pas trop vite de nouvelles lois. Les principes que crée celle-là, pour la première fois depuis 130 ans de suffrage universel, plafonnement des dépenses, contrôle... Pas trop haute déjà. Édouard Balladur pense qu'il pourrait les réduire de 30% pour la prochaine présidentielle. Ça suffirait, non? Tout ça me paraît un peu... Il y a un point sur lequel on peut progresser. Il me paraît un peu démagogique. Après avoir, par cette loi, réduit des 3/4, sinon des 4/5, le coût des campagnes, vous ne voyez plus de grandes affiches. La France est maintenant propre pendant les campagnes électorales. Il n'y a plus de sauvage et il n'y a plus de commercial. Et ça, c'est la loi du 15 janvier 90. Alors on peut s'amuser à dire, après avoir réduit d'un coup des 3/4, ce qui n'a pas suffi à atteindre tous les mauvais comportements, la preuve, il y en a toujours, qu'on veut resserrer encore. Ça, c'est une manière démagogique d'aller chercher les faveurs de l'opinion quand on n'en a pas besoin. Ce travail est fait. J'ai dit plafonnement, contrôle, révocabilité de l'élu si le contrôle ne donne pas satisfaction, publicité des ressources et plafonnement des versements par personne. Oui, mais les entreprises ont le droit de contribuer. Est-ce qu'il faut leur laisser? Je pense maintenant que non. Mais déjà, j'avais fait l'essentiel, c'est-à-dire de rendre ces versements nominatifs et soumis à contrôle et transmis à l'impôt. Pour déductibilité, mais vérification. Je crois maintenant qu'on peut se permettre de suivre une idée qui est une idée de M. Hyest, un député centriste. Puisque tout ça est financé en fait par les marchés publics, mais en violation en prélèvement sur les chiffres d'affaires, si vous voulez, pourquoi ne pas le remplacer par une taxe d'un même montant? Les prix n'augmenteraient pas, tranquillisez-vous. Une taxe sur chaque marché public passé? Sur tous les marchés publics.
0,2, 0,25%, et puis on fait le pot commun de tout ça, et on le redistribue entre l'ensemble des candidats, l'ensemble des partis, avec des critères suffisamment travaillés pour permettre aussi un renouvellement, et pas seulement les partis existants ou les candidats sortants de se présenter. Il faut faire face à la novation, l'encourager même. Vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez, dans votre passage de la médecine à la chirurgie, qu'il y avait aussi un domaine institutionnel, et vous avez parlé du quinquennat. Je vous dis ça. Est-ce que le quinquennat, c'est simplement raccourcir une fonction qui vous paraît trop longue aujourd'hui par rapport à l'ère du temps, ou est-ce que c'est modifier profondément la fonction présidentielle dans son esprit? Est-ce que ça changerait quelque chose? Oui, c'est bien sûr raccourcir une durée qui est longue par rapport à l'ère du temps, comme vous dites si joliment, mais c'est vrai aussi que faire fonctionner la présidence de la République dans des conditions qui comportent beaucoup moins et qui excluent presque le risque de cohabitation, c'est un changement dans le fonctionnement de nos institutions. En revanche, je suis en désaccord formel avec les gens qui voudraient supprimer la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, le mécanisme de censure et de défiance, un système complètement présidentiel. Au système américain. Mais maintenant, tout le monde a compris. Nous savons depuis cette semaine que le président de la République, de la République américaine, le président des États-Unis, a devant lui 2 ans d'impuissance totale. Il ne peut plus faire passer une loi. Et on voudrait nous donner ce système-là. En France, il y aurait 100 000 manifestants tous les jours devant soit le Palais Bourbon, soit l'Élysée, du jour où, sur un enjeu fort, on découvrirait que le pays est bloqué. Alors je renvoie Michel Rocard au Nouvel Observateur pour le développement de vos idées sur la société française, puisque vous leur avez donné un très long article. Nouvel Observateur qui a choisi aussi de faire sa une sur René Bousquet, qui revient dans l'actualité, puisqu'il y a un livre de Pascal Froment, édité chez Stock, et qui est une biographie de René Bousquet, dont un chapitre d'ailleurs est consacré aux relations entre René Bousquet et François Mitterrand. On ne vous a pas entendu du tout sur ce sujet depuis la sortie du livre de Pierre Péan. Est-ce qu'il faut toujours parler ? Il y a des choses qui soulèvent le cœur. René Bousquet a spontanément, sans que les Allemands le demandent, provoqué la déportation, l'envoi au bourreau de plus de 10 000 enfants. Il symbolise, à lui tout seul, la honte de la France pendant cette période. Il est radicalement infréquentable. La pub avant la Bosnie, l'Europe et Philippe Labro. À tout de suite. Votre dentiste vous recommande de vous brosser les dents correctement. Chaque jour, il faut éliminer la plaque dentaire entre les dents et le long de la gencive. C'est exactement ce que fait Plaque Control de Braun grâce à sa tête de brosse incurvée exclusive. Bien sûr, il y a une autre solution. Braun Oral-B Plaque Control. Dans mon agenda, il y a toi. Mon Exatime, c'est tout moi. Mon Exatime, je compte sur toi. Avec Gillette, voici ce qui vous permet d'être rasé plus près que jamais. Des lamelles en élastomère que l'on trouve exclusivement sur Sensor Excel. Ces lamelles souples sont placées avant les doubles lames montées sur ressort de Sensor Excel. Les lamelles tendent votre peau en douceur pour redresser les poils de votre barbe. Ainsi, vous êtes rasé d'encore plus près, avec une extrême sensation de confort. Et avec le nouveau gel à raser Gillette Series, vous bénéficiez d'une incroyable douceur. Soyez rasé plus près que jamais avec Sensor Excel. Ça marche pas? Je t'assure, c'est vraiment pas cher. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Hewlett Packard dédie ce film à tous ceux qui rêvent d'un monde sûr et confortable. Hewlett Packard, à coup sûr. Processeur Pentium d'Intel. Attention, à vos marques. Prêt? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Mardi 20h50 sur TF1.
7 sur 7 avec Michel Rocard. Michel Rocard, j'ai l'impression que vous êtes libre là ce soir comme vous l'avez jamais été. Ça tient à quoi? Oh, ça m'est arrivé de vivre la liberté. Il y a des moments un peu délicats, il y a des moments moins contraignants. C'est vrai. Alors, on continue de feuilleter la semaine. Mais ça fait du bien. La semaine à l'étranger, c'est Clinton désavoué, l'Irak qui renonce et la Bosnie qui flambe à nouveau. Viviane Jungfer, Joseph Pénisson. L'Irak reconnaît officiellement le Koweït dans ses frontières internationales. C'était l'une des principales exigences de l'ONU pour lever l'embargo qui asphyxie Bagdad depuis plus de 4 ans. Succès de la diplomatie russe, cette décision met fin à un conflit territorial vieux de 75 ans. Malgré tout, le président américain reste sceptique. Saddam Hussein devra faire davantage pour le convaincre. Première visite officielle du roi Hussein de Jordanie en Israël. Au bord du lac de Tibériade, le souverain hachémite et le premier ministre israélien échangent les exemplaires ratifiés du traité de paix signé entre leurs deux pays. Une paix qu'ils s'engagent à préserver et qui, ils l'espèrent, servira d'exemple à leurs voisins, la Syrie et le Liban. Mais le lendemain, le djihad islamique frappe Israël. Un attentat suicide dans la bande de Gaza fait 3 morts, des soldats et une dizaine de blessés. Sur ordre d'Arafat, la police palestinienne arrête 125 intégristes, dont l'un des chefs du mouvement terroriste. Berlin, 9 novembre 89, le mur de la honte s'effondre. C'était le symbole de la division du monde. 5 ans plus tard, le mur a fait place au fossé. L'Allemagne est réunie, certes, mais toujours séparée dans ses mentalités. La réalité quotidienne n'a pas rejoint le rêve et les préjugés ont pris le dessus. Selon les experts, il faudra une génération au moins pour effacer toute trace de cette séparation. Pourtant, malgré les frustrations et la colère, la grande majorité des Allemands ne regrettent pas cette union difficile. Les États-Unis ne participeront plus au contrôle de l'embargo sur les armes à destination des musulmans de Bosnie. Les Européens inquiets protestent contre cette décision unilatérale du président Clinton. Elle intervient au moment où les Serbes, un temps malmenés par les troupes gouvernementales, effectuent une contre-offensive d'envergure avec l'appui des Serbes de Croatie. La guerre fait rage à nouveau sur tous les fronts, y compris à Bihac et Sarajevo. Pour le président bosniaque, la guerre est paradoxalement le seul moyen de contraindre les Serbes à la paix. Dans le même temps, à La Haye, le tribunal des Nations Unies, chargé de juger les crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie, prononce ses 2 premières mises en accusation. L'une contre un tortionnaire serbe actuellement détenu en Allemagne, l'autre contre un chef de camp responsable de la mort de 3000 musulmans. Ce dernier court toujours quelque part en Bosnie. Le Congrès américain change de main pour la première fois depuis 40 ans. Les républicains obtiennent la majorité absolue au Sénat et à la Chambre des représentants. C'est la déroute pour les démocrates qui perdent leur grand ténor, à part Ted Kennedy réélu dans le Massachusetts. C'est surtout un cinglant désaveu personnel pour Bill Clinton. Le chômage, la criminalité, le poids des impôts, les promesses non tenues, les Américains ont tout sanctionné en bloc, sans tenir compte de l'amélioration économique et sociale. Sonné par cette gifle retentissante, le président Clinton fait son mea culpa. Il lui reste 2 ans pour recentrer sa politique vers les classes moyennes et satisfaire la volonté de changement du peuple. 2 ans de cohabitation forcée avec les républicains conservateurs. Première concession au nouveau Congrès, la levée de l'embargo sur les armes en Bosnie. Michel Rocard, sur la Bosnie, un mot. Vous avez été favorable, notamment pendant la campagne européenne, à la levée de l'embargo des armes à destination de la Bosnie. C'est ce que les Américains viennent peu ou prou de faire. Alain Juppé est très inquiet, et vous? Pas si simple. J'ai toujours été favorable à ce que l'ONU manifeste plus fermement sa pression. Et je disais, souvenez-vous, mais tout le monde a tiré dans tous les sens, on a simplifié trop. Je disais, si nous ne sommes pas capables d'imposer aux Serbes le retrait par la menace militaire, alors disons-le clairement, et du coup, laissons les Bosniaques s'armer. Ça voulait dire lever de l'embargo, mais collectivement. Pas de façon unilatérale, et pas de façon. Et puis en plus, il n'a même pas. Le président des États-Unis n'a même pas dit qu'il voulait lever l'embargo. Il retire la coopération des militaires américains, qui déjà n'en prenaient pas grand-chose, à la gestion de cet embargo. Et ça, c'est absurde. C'est une décision parfaitement scandaleuse. 1. Il rompt
toute coopération entre les nations du groupe de contact, donc toute solidarité pour faire une pression vers la paix. 2, il prend une demi-mesure pour satisfaire son opinion publique et dans des conditions telles que finalement les seuls bénéficiaires vont être les Serbes. C'est inadmissible. Alors restons aux États-Unis sur Clinton. Le désaveu qu'il a obtenu cette semaine avec le vote massif pour les Républicains, ça vous a frappé? Ça me frappe et je crois que c'est dangereux. Parce qu'en dépit de ce que je viens de dire sur une mauvaise mesure du président Clinton, il était enfin l'homme qui était en train de proposer aux Américains de faire une sécurité sociale chez eux. Il y a 35 millions d'Américains qui ne peuvent pas se soigner au cas de maladie grave. Vous le savez, tout le monde le sait. Ce qui vient de se passer est hyper dangereux, parce que c'est pas seulement le Parti républicain qui a gagné, c'est sa droite, c'est vraiment l'Amérique conservatrice, l'Amérique réactionnaire, qui vient d'afficher son mépris de la pauvreté. En plus, vous avez vu qu'en Californie, un référendum est passé qui ferme les écoles et supprime les allocations sociales aux enfants d'immigrés clandestins. C'est la fameuse loi 187. Raciste. Les États-Unis ne vont pas bien. Et ce que les États-Unis peuvent dire au monde va en être gravement amputé. En plus, ils ont maintenant au moins 2 ans d'une paralysie totale. Il ne sortira plus une loi. C'est vraiment un peu effrayant. Quand je pense, Anne Sinclair, qu'il y a en France des gens pour dire qu'il nous faut le régime présidentiel américain. Enfin, il y a des cinglés partout, c'est pas nouveau. Bien. Amérique-Europe, le lien est facile. Jacques Chirac a jeté un pavé dans la mare la semaine dernière en disant il faudrait un nouveau référendum sur la monnaie unique. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? Très mal, et avec colère. Les Français ont voté il y a 2 ans à peu près, moins de 2 ans. Ce fut une très belle campagne, ce fut un long et difficile débat. Tous les arguments ont été sortis. Tout le monde a considéré que la France avait choisi avec maturité, responsabilité et de peu. Mais après tout, nous sommes en République par un vote à 1 voix de majorité. Autrefois, les majorités courtes sont les plus concentrées. La France a voté il y a moins de 2 ans. Pourquoi revenir sur la parole du peuple français aujourd'hui ? Et puis venons au fond des choses. Enfin, c'est difficile l'Europe. Bon, on ne sait pas très bien comment ça marche à Bruxelles. Tout ça, c'est perfectible. Mais tout de même... 10 000 ans d'histoire, 10 000 guerres dans l'humanité. Et en Europe, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des peuples qui se sont combattus, qui parlent des langues différentes, qui n'ont pas la même culture, s'unissent pour faire des choses ensemble. N'empêchant pas les guerres, d'ailleurs. De Gibraltar au Cap Nord, toute l'Europe n'empêche pas les guerres, au moins chez nous. Compte tenu de l'histoire, vous venez de faire allusion à la Yougoslavie, France et Allemagne avaient des positions toujours antagoniques, toujours différentes. 2 fois, on s'est fait la guerre entre nous, parce que ça a commencé dans les Balkans. Heureusement qu'on était dans l'Europe. Mais c'est notre destin. Moi, je veux dire tout de suite, devant la remontée en France d'imbéciles dangereux qui se remettent à parler du parti allemand. Vous avez vu ces phrases, tant à droite et à l'extrême droite qu'à gauche. Cette philosophie raciste, au fond, de l'exclusion de l'autre, c'est une philosophie porteuse de guerre. On sait très bien comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Moi, j'ai envie de vous le dire franchement. Si cette immense aventure humaine, la plus grande de tous les temps, qui est la fabrication de l'Europe, pour 3 raisons. Faire la paix entre nous, assurer mieux notre développement parmi nous, et donner à ces doubles réussites un formidable rayonnement mondial. Si on doit casser cette réussite-là, moi je considérais mes 4 enfants d'immigrés en Australie. Alors, et quand Chirac se permet de dire qu'il faut revenir sur la parole du peuple français, parce qu'il sent bien qu'en ce moment il y a un doute, il y a une hésitation, eh bien il n'honore pas la profession. Je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas fait l'objet d'un démenti absolument immédiat de la part de Monsieur le Premier ministre. Parce qu'enfin, Monsieur le Premier ministre, il passe ses week-ends à Chamonix, mais quand ça barde, soit qu'il perde un ministre pour des raisons dont il pourrait nous parler, ou parce que, avec cette déclaration de Monsieur Chirac, premièrement le franc baisse, et deuxièmement, la vision d'avenir, qui est que la France, qui non seulement n'y perdra pas sa personnalité nationale, mais qui la fera diffuser. Nous sommes fondateurs en matière européenne. L'avenir de la France, il passe par l'unification européenne. Chirac met ça en cause et nous n'avons pas de réponse. Extraordinaire. Je vais tempérer votre optimisme européen. C'est pour ça que la gauche peut gagner. Je vais tempérer votre optimisme européen par le sondage qu'a fait la Sofres pour 7/7. Le traité de Maastricht prévoit le passage à la monnaie unique européenne à partir de 1997. Souhaitez-vous que cette clause soit appliquée puisque le traité a déjà été ratifié par le peuple français, 39%, qu'il y ait un nouveau référendum avant de passer à la monnaie unique, 53%.
Oui, on ne voit pas le sondage sur le téléviseur, mais je vous le donne donc. Il y a donc visiblement une majorité très nette pour un nouveau référendum, y compris à gauche. Il n'y a que les jeunes et les cadres qui pensent que Maastricht, on a déjà voté et que ça suffit cette fois. La majorité des Français veulent refaire Maastricht, si vous me permettez l'expression. À gauche y compris. Oui, ne dramatisons pas. Ce qui est scandaleux, c'est que la question ait été posée et du coup devienne objet de sondage, puisque la parole du peuple français est engagée. Et que maintenant, Maastricht est un traité international, dans la République française comme elle est, avec sa constitution comme elle est, un traité international légalement ratifié est supérieur à une loi, fût-elle référendaire. Deuxièmement, tout notre avenir est là. Mais c'est difficile, c'est perceptible. En tout cas, c'est pas perçu comme tel par les Français. Alors, ne nous trompons pas. Le fait que les Français y prennent goût à s'exprimer et à voter, ça a un aspect positif. On veut me reconsulter. Moi, citoyen de base, je me dis, après tout, mon opinion compte. C'est une manière de les flatter. Vous avez l'impression que c'est plus un oui au référendum qu'un oui refondons Maastricht. Ce n'est pas exclu. Et je pense que si on prenait ce risque stupide, mais je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel le permettrait. Nous n'avons pas le droit de faire voter une loi différente. Toujours est-il que je ne suis pas persuadé qu'on le perdrait, ce référendum. C'est tellement évident que notre avenir est là. Et j'aime mieux vous dire qu'il n'est pas très difficile de démontrer tous les avantages que nous tirons de l'Europe, même si ce n'est pas le paradis sur Terre. D'accord. Et le changement de civilisation qui fait qu'on a un chômage massif dans le marché commun, comme à l'extérieur, qu'aux États-Unis aussi il y a des problèmes, qu'au Japon aussi il y a des problèmes. Cette crise de civilisation-là, l'Europe la résout pas plus et pas moins que les autres, elle n'y est pour rien. Mais on lui en fait le reproche. Alors vous parliez de chirurgie tout à l'heure, dans le domaine institutionnel notamment, et vous disiez dans le domaine de l'emploi. Et l'emploi et la protection sociale. Dans toutes les familles aujourd'hui, il y a débat. Est-ce qu'il faut baisser les charges et lesquelles? Est-ce qu'il faut contenir l'évolution des salaires? Est-ce qu'il faut relancer la consommation? Qu'est-ce que vous dites? Les grandes lignes. Les grandes lignes. Bon, la première, c'est que le chômage a atteint un niveau si grave qu'il faut l'attaquer par tous les moyens. Ça, c'est pas une nouveauté. Il y en a des quantités. Ah oui, mais ce qui serait une nouveauté, c'est d'y mettre et de la cohérence et de la volonté politique. Écoutez, je suis quand même le seul Premier ministre de la Ve République qui ait rendu son mandat au bout de 3 ans avec 100 000 chômeurs de moins que quand il a pris son mandat. Avec une belle croissance. J'ai eu, pas à la fin justement, pas à la fin, j'ai eu en effet l'insuffisance de m'en contenter, mais c'était déjà pas mal. N'enterrons pas tout. Alors, avec seulement un résultat comme ça, M. Balladur c'était une incident. Présenterait mieux. C'était une incident. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 choses sur lesquelles il faut changer de braquet, comme disent les cyclistes. La première, c'est la fiscalité, c'est l'impôt. Nous sommes un pays où, par des canaux multiples, j'entreprends dans le détail, on pénalise l'emploi et on avantage la mécanisation. Il faut faire l'inverse. Rendre déductibles des charges sociales et pas les investissements de mécanisation. C'est une vraie chirurgie. Et l'autre, c'est de réduire la durée du travail. Alors là aussi, tout le monde a peur. Personne n'ose toucher à ce sujet. Je répète que la mécanisation produit justement suffisamment de richesses pour qu'on les utilise correctement. Je rappelle que par chômeur, la France dépense 130 000 francs par an d'allocations, de formation et de cotisation sociale qui ne payent pas. Donc il faut bien remplacer. Donc si un chômeur devient un salarié, l'État commence par y gagner. Donc il y a moyen d'affecter de l'argent à ça, ne serait-ce que pour compenser les coûts de la durée du travail. Ça veut dire une certaine redistribution des revenus. Et puis une autre idée, mais toujours dans la réduction de la durée du travail, personne ne parle jamais en France de la retraite progressive. Une idée simple, les retraites, vous avez cotisé toute votre vie, moi aussi, tout le monde, on peut les prendre par morceaux. Il y a un demi-million d'emplois possibles en 2 ans si on s'y mettait. Il suffit d'une loi. Et ça, c'est pas coûteux. Ça ne coûte techniquement rien. Il faut poser ce problème. Et c'est de la chirurgie législative. Fiscalité, réduction de la durée du travail, ce seront vos points de chirurgie, si vous me permettez. Le dernier, c'est la protection sociale. Il faut mettre sous enveloppe, contrôler, plafonner la dépense maladie.
Bien, sur tout cela, j'imagine que vous reviendrez pendant la campagne, en soutien, je rappelle, de Jacques Delors, dont paraît-il j'ai écorché le titre du livre qui s'appelle bien L'unité d'un homme, des entretiens avec Dominique Volton, et que c'est publié chez Odile Jacob. On va passer à un autre livre, et pour terminer cette émission, j'ai demandé à Philippe Labro de venir nous rejoindre. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Un début à Paris, qui est publié chez Gallimard, et ce sont les premiers pas d'un jeune journaliste dans le Paris de la nouvelle vague et de la guerre d'Algérie, de la fin des années 50, du début des années 60. Amour, amitié, description d'un métier, description d'une époque, c'est l'un des succès littéraires de cet automne. Bonsoir Philippe Labro. Bonsoir. Le prix Goncourt va être décerné demain. Finalement, vous ne figurerez pas dans la dernière liste sur laquelle les jurés vont être appelés à voter. C'est pas la première fois que le Goncourt vous échappe. Est-ce que vous en faites une maladie ou est-ce que vous êtes vacciné ? Mais ni l'un ni l'autre. Il faut quand même se dire qu'un romancier français n'est pas un petit garçon qui attend sur le banc de l'école le prix, qui n'est plus un prix d'excellence d'ailleurs, le Goncourt, que vont lui décerner les professeurs. Je suis émancipé. Voilà. Quand on vend d'ailleurs 1 million de livres de l'étudiant étranger, ou 800 000 du petit garçon, justement, le titre dont vous parliez, et qu'on est au hit parade des livres depuis le début de l'automne, c'est un lot de consolation. Mais c'est pas une consolation. Le public console... Non, c'est plus que ça. C'est le vrai bonheur de savoir que le public, les lecteurs, les lectrices, vous lisent et vous aiment. Il n'y a que ça qui compte. Alors c'est la description d'une société parisienne fin des années 50, début des années 60, une société élégante, mondaine, où il y a des belles... Absolument. Non, mais bon, où il y a des jolies femmes un peu perverses et de belles jeunes filles lumineuses. Ouais. Il y en a une d'entre elles qui s'appelle Lumière, personnage qui traverse le livre, de pureté, et qui peut déclencher l'amour et des sentiments forts. Est-ce que cette société, pour vous, elle existe toujours, ou est-ce qu'elle est très typée, celle que vous décrivez, de cette fin des années 50 ? Je pense qu'il y a toujours des bourgeoises perverses et des jeunes filles lumineuses à Paris, et pas seulement. Non, je crois que la grande différence, c'est qu'à l'époque, la société était un peu plus détendue sur son avenir. C'est-à-dire qu'on ne se disait pas demain, ça ira plus mal. Or, aujourd'hui, il y a quand même cette espèce de notion que peut-être les générations qui vont nous suivre, nos enfants, n'auront pas un avenir meilleur que le nôtre. C'est ça la grande différence. Il y avait un espoir. On avait l'impression que ça pouvait aller mieux. Aujourd'hui, on est parle de chirurgie. Oui, on est dans une période de crise, de scepticisme, de doute, de malaise, de désarroi. Et c'est pourquoi il y a une différence. Oui. Et puis la différence, elle est dans la jeunesse. Je veux dire, quand on a 20 ans, on ne voit pas le monde comme je le vois aujourd'hui. Alors, Un début à Paris, c'est les débuts d'un jeune journaliste qui tombe sur un des personnages essentiels de votre livre, que vous appelez le petit homme, mais où ceux qui connaissent ont reconnu Pierre Lazareff, qui était directeur de France Soir et qui était un des grands personnages de la presse d'après-guerre. Pourquoi est-ce qu'il impressionne tellement ce jeune journaliste ? Qu'est-ce qui l'impressionne chez cet homme? Qu'est-ce qu'il a d'impressionnant, Lazareff? C'était un personnage magnétique. Vous étiez en face de lui, vous aviez l'impression que vous gagniez du temps. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, le regard qu'il posait sur le monde, la façon dont il s'exprimait, son expérience, sa puissance, mais aussi son talent, sa vision du public, son goût des gens et des choses, son bonheur de vivre, son intérêt passionné pour les femmes, son intérêt pour le fait divers, c'est-à-dire les choses de la vie, l'amour, la mort, pas seulement la politique ou l'économie, faisait que c'était un homme qui fascinait un jeune journaliste, d'autant plus qu'il possédait effectivement un grand pouvoir. Il faut se souvenir que France Soir, à l'époque, était un journal qui était lu par des millions de lecteurs, et ce petit homme, à l'œil pétillant, vêtu toujours du même costume noir, avec des petites pantoufles bizarres au bout de ses pieds, et dont chaque mot, chaque répartie était quelque chose de précieux, de drôle et en même temps de limpide, faisait partie des personnages en fait romanesques que j'ai rencontrés. Et je les traitais comme un personnage de roman. Mais il se trouve que dans la vie, on rencontre aussi parfois des personnages de roman, ce qui vous permet, vous romanciers, de les inclure dans de la fiction. Alors il disait, les bons articles, disait-il, sont ceux où apparaissent un peu d'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la campagne présidentielle avec un peu d'amour, c'est dur, non ? Enfin, il n'y a pas que la campagne présidentielle. Heureusement, dans la presse, il y a tout le reste. Il y a la vie, il y a les problèmes des hommes et des femmes, il y a les accidents, il y a les réussites, il y a les portraits nombreux qu'on peut tracer. Hein. Mais c'est vrai que Pierre Lazareff m'avait dit ça m'avait beaucoup frappé. L'idée que les articles que lui retenait, après les avoir lus, mettons, 1 ou 2 ans auparavant, c'était ceux dans lesquels passait une certaine tendresse humaine. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, mais je pense que ça manque effectivement. Michel Rocard, vous avez lu le livre de Philippe Labro? Je l'ai même beaucoup aimé. Et j'ai savouré le portrait de Pierre Lazareff, mais aussi la description que vous faites de votre métier.
il y a une introduction au journalisme qui est tout à fait saisissante. L'âpreté, la rapidité, la course au scoop, et puis les problèmes de déontologie, on y va, on n'y va pas, etc. Tout ça est admirablement traité. Ça me donne à penser, parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'impact du système médiatique, de la manière dont ça fonctionne, sur mon propre métier à moi, sur la vie politique. Vous avez contribué à enrichir mon argumentation. Ce n'est pas le lieu de la développer. Mais je voudrais dire simplement que moi j'ai pris plaisir à ce livre. Et je crois en effet que dans les grandes affaires des hommes, tendresse, compréhension de l'autre et signe d'affection ou d'amour, c'est aussi nécessaire en politique qu'ailleurs, sinon même encore un peu plus. À quel titre, quel droit aurions-nous de nous occuper des affaires collectives des hommes si on ne les aimait pas? Michel Rocard parlait d'exigence. Quel est vous êtes patron aujourd'hui d'RTL, vice-président de cette radio. Vous êtes donc un patron de presse aujourd'hui à votre tour. Quelle est l'exigence majeure pour vous du métier aujourd'hui, la façon dont nous vivons avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui de la presse? À tout prendre, c'est l'exactitude. Je déteste l'approximatif. Je pense qu'on doit rapporter ce qu'on croit être la vérité après avoir vérifié plusieurs fois aux sources, quitte à perdre du temps, quitte à être rattrapé ou dépassé par le concurrent. Je suis pour l'exactitude dans le rapport des faits. Alors, ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, comme vous le savez, Anne Sinclair. D'autant plus qu'il y a deux sujets qui aujourd'hui agitent la presse. La première, on en parlait tout à l'heure à propos des affaires, de la présomption d'innocence, c'est le secret de l'instruction. Certains disent, aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis à l'un et à l'autre, la presse est co-responsable. Philippe Labro, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais enfin, la presse ne fait que recueillir le secret de l'instruction qui est violé par d'autres que la presse. Mais est-ce qu'elle doit recueillir, est-ce qu'elle doit publier? C'est très difficile quand un avocat ou un juge vous donne un scoop de ne pas le publier, parce qu'il fait avancer d'une certaine façon la vérité. Après tout, la presse contribue aussi à cela. Sans la presse, le scandale du sang contaminé ne serait peut-être pas connu du public. Donc ça n'est pas une question, une réponse simple. Je suis en effet convaincu qu'il faut reprendre ça, mais je dis qu'il ne faut pas accuser le thermomètre quand on a la température. Michel Rocard. Moi, je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Philippe Labro. Quand un magistrat ou un avocat transmet une pièce, la presse est presque sommée de la produire. Là où la déontologie peut être en cause, c'est quand il y a des procédés immoraux pour se les procurer contre le gré de ceux qui sont dans les sciences. C'est une autre chose. Bien souvent, des fuites viennent comme ça. Et là, il y a une incrimination à la presse, mais elle ne vous concerne pas, elle ne concerne pas. C'est pas en désaccord avec ce que vous venez de dire. Je suis très alarmé, moi, de l'érosion petit à petit du secret de l'instruction, mais je pense que c'est toute une réflexion sur la justice qu'il faudra conduire pour redresser cela. Parce que les magistrats se sont poussés à prendre l'opinion à partie pour faire avancer le respect du droit, ça peut se comprendre. Et si c'est toujours dans leur esprit la sanction d'une situation mauvaise, ça continuera. Donc il faut régler l'ensemble de ces problèmes. L'ensemble du dispositif. Philippe Labro, peut-être une dernière question, parce que là aussi c'est un problème qui agite la presse. La vie privée des hommes publics, il faut en parler, pas en parler? Si un homme public, dans ses discours publics, donne au public des leçons de vertu ou de morale, après tout, il est tout à fait logique qu'on puisse de temps en temps s'intéresser à sa vie privée. S'il parle par exemple de l'argent roi, il est intéressant qu'on enquête sur ce qu'on pourrait appeler des comportements d'entourage. Ça s'est passé chez vous, je crois d'ailleurs, l'argent roi. Donc il me semble normal qu'à ce moment-là, la presse fasse son métier. C'est-à-dire que l'homme public a une vie privée de moins en moins publique, c'est clair. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels je pense que la presse n'a pas besoin de pénétrer. Bien, c'est clair. Philippe Labro, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Un début à Paris, donc qui est paru déjà cet automne et qui est dans les hit-parades de tous les journaux. Michel Rocard, merci à vous de cette rentrée sur TF1. Je renvoie aussi au Nouvel Observateur pour qui veut vous lire de manière plus approfondie. La semaine prochaine, j'accueillerai deux invités de front, Bernard-Henri Lévy, auteur d'un livre passionnant sur l'intégrisme, et François Bayrou, ministre de l'Éducation, et qui est aussi l'auteur d'une belle biographie d'Henri IV. Un côte à côte qui sera assez étonnant et assez nouveau. Merci à tous. Bonsoir. Dans un instant, le journal de 20h. Merci.